La thématique, le choix du titre, on a eu chaud cet hiver. Je me retourne vers Météo France. Merci d'être avec nous. Je vais vous donner un micro tout de suite. Tous les micros sont ouverts, donc on peut démarrer très rapidement. Et toutes les tables rondes seront disponibles à partir de demain sur le replay grâce à nos amis donc, de Defour.com, évidemment en liaison avec ce salon. Merci d'être avec nous. On va revivre rapidement cet hiver. Tout d'abord, ma première question, Denis Roy. On va regarder les précipitations, les températures. Comment s'est passé cet hiver ? J'aimerais bien qu'on fasse quand même un zoom sur les Alpes du Nord. On va le voir, les situations Alpes du Nord, Alpes du Sud sont un peu différentes. On le refait en rapide. Et vous avez, je crois, quelques éléments. Alors, pour le refaire rapidement, on a connu 3 phases cet hiver. La première phase en décembre, avec un mois de décembre extrêmement doux, mais très pluvieux. Notamment, on se souvient tous des 2 réveillons, avec des températures très élevées. Cette période douce et chaude n'a pas été très favorable à un enneigement, notamment à basse altitude. On était très déficitaire à cette période. Puis, donc cet hiver s'est poursuivi au mois de janvier avec cette fois-ci une séquence froide qui n'a pas duré beaucoup, mais c'est bien à cette période que l'on a enregistré les températures les plus froides de l'hiver. Et puis, fait remarquable encore de cet hiver, cette période anticyclonique au mois de février qui finalement s'est étendue du 20 janvier vers jusque début mars, sans précipitation. Ce qui est remarquable. On avait déjà connu une période similaire en 2011, mais celle-là a battu encore les records de quelques jours. C'est plutôt un temps froid, sec, qui a conservé la neige dans différents sites. Est-ce que cette période a été favorable à la production de neige de culture, cet anticyclone froid, avec quand même des périodes de gelée assez intenses ? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu des périodes de froid qui ont alterné quand même avec des périodes de douceur. Ce qui fait que, alors c'est sûr que le froid a permis cette période anticyclonique sans vent permet de conserver des températures de la neige, de surface de la neige extrêmement froide, donc ne favorise pas la fonte des neiges. En revanche, il y a eu quand même, notamment vers la fin de février, des températures beaucoup plus douces qui, elles, ont quand même fait fondre la neige, accéléré la fonte. Et donc cette conjonction de manque de neige et des températures plus douces ont quand même amené un enneigement quand même très faible à cette période. Et bien sûr, cette fin de saison où maintenant les niveaux d'enneigement sont assez exceptionnels en haute altitude, ça n'a jamais été vraiment le cas, en tout cas à partir de la moyenne montagne. Comment on peut l'expliquer ? Alors un mois de mars très pluvieux, de l'ordre de 2 fois les normales. Un mois d'avril aussi qui s'annonce dans les normales, si bien qu'effectivement l'ennuagement a retrouvé des valeurs proches du normal, et voire excédentaires, ce qui n'a pas du tout été le cas au cours de cet hiver. Et quand on se projette, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler depuis quelques jours du retour d'El Niño. Est-ce qu'on peut considérer, en zoomant sur l'Europe, et si on zoome encore sur les Alpes du Nord, est-ce que ce phénomène El Niño peut encore changer les choses ou non ? C'est une fake news. J'ai vu quelques présentatrices météo qui nous ont fait beaucoup de choses là-dessus. Alors, je vous pose la question directement. Est-ce qu'on doit nous craindre ce phénomène El Niño d'aggravement de ce changement climatique pour les 3 prochaines années ? Alors, El Niño est un phénomène climatique qui se produit dans le Pacifique équatorial, qui a des répercussions sur l'ensemble des planètes, sur l'ensemble de la planète, plus ou moins directes. C'est clair que ce qui se passe sur l'activité cyclonique à Tahiti, par contre, ça marche très bien. En revanche, sur l'ennuagement des Alpes, il n'y a aucune étude, aucune publication scientifique qui montre qu'il y ait une influence sur cet ennuagement. Pour autant, on peut pas. Pour autant, il y a une influence, forcément, parce que cette anomalie de grande échelle, elle se propage sur l'ensemble du globe. Mais c'est un mode de variabilité sur l'Europe qui est très faible et qui, de toute façon, n'est pas d'une ampleur suffisante pour masquer les modes de variabilité principales qui régissent les précipitations et les températures sur notre région. Donc j'anticipe certains sites catastrophistes. Il faut redouter El Niño pour l'enneigement l'hiver prochain. Vous dites, c'est faux.
Oui, plus simplement, c'est pas El Niño qui va donner le signe du prochain hiver, clairement. Ok, comme ça les choses sont clairement dites. Merci en tout cas de votre premier élément, vous restez avec nous. Je me retourne vers Laurent Cormier, merci d'être avec nous aussi. On va revivre un petit peu cet hiver sur des éléments importants de fréquentation. Donc vous avez prévu, donc chacun va présenter ses slides. On va aller assez vite quand même, parce que l'idée c'est quand même que vous ayez les uns et les autres un échange. Cet hiver, c'est traduit par quelle tendance forte? On ne va pas le faire, le débrief, il a déjà été fait dans une autre station, notamment chez Jean-Luc Bock, mais quand même, le retour des étrangers notamment. Oui, bonjour. Oui, cet hiver, il a été clairement marqué par le retour de la clientèle étrangère, qui est en termes de part de marché, une clientèle record, puisque on a enregistré plus de 45% des nuitées totales de la saison sont le fait des étrangers. Donc ça, c'est assez important. D'ailleurs, il y a des focus sur les étrangers sur les prochains slides. On va avancer les slides. Comme voilà. Ça, voilà. Il a aussi été marqué par un mois de janvier record, qu'il a encore enregistré beaucoup de nuitées étrangères. Après, on a deux lectures sur cet hiver. Et là, si on pousse un petit peu l'analyse marketing, on a deux lectures avance les différentes. slides, s'il vous plaît. On a une lecture sur les lits touristiques marchands en station. Donc là, on a l'habitude de travailler avec notre partenaire G2A qui nous dit sur l'ensemble de la saison, effectivement, on est à plus 9%. Et puis on a la lecture, quand on prend en compte l'ensemble de la fréquentation touristique à la montagne cet hiver, qui, elle, est plutôt différente. C'est-à-dire qu'on a un vrai recul de la clientèle française. Ça, c'est aussi un point qui a marqué cet hiver. Et notamment, à nouveau, un élan très très fort vers tout le secteur touristique non marchand. On a même enregistré cet hiver beaucoup de nuitées en bas, dans la vallée. Et notamment des nuitées de la part de cette clientèle française. Donc ça veut dire comment peut-on l'expliquer? On l'explique de plusieurs raisons. On l'explique d'abord sans doute par aussi un contexte inflationniste qui a marqué d'abord la clientèle domestique. Des problématiques aussi sans doute de répartition de zones scolaires. Mais bon, voilà. Et puis effectivement, une inflation, parce que le prix moyen aussi des hébergements dans nos stations, comme dans beaucoup d'endroits en France, tend à augmenter. On connaît le contexte, encore une fois, crise de l'énergie, etc., etc. N'empêche que c'est quand même une réalité. Et donc, il faut aussi se pencher un petit peu sur ces chiffres-là. Donc, au global, eh bien, effectivement, on peut être satisfait, notamment avec le retour des Britanniques à plus 40% par rapport à l'hiver dernier. Ça reste notre clientèle émettrice principale et notre clientèle en termes de pratique de ski sur laquelle on compte depuis des années. Voilà. On peut aussi se féliciter d'avoir capitalisé sur le retour l'an dernier des Hollandais qui étaient venus chez nous. On avait dit un peu par défaut parce que nos voisins suisses étaient fermés, mais on est à plus 9% quand même cet hiver. Ça veut dire que on a gardé une part de marché importante sur ce marché-là, alors qu'il était en baisse depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis un retour assez inédit, et ça il faut le souligner. On peut avoir la faiblesse de croire que c'est lié aussi un peu à nos investissements marketing sur notamment les campagnes digitales et avec les acteurs des ski clubs en Allemagne. L'Allemagne est en retour de plus 15 à plus 17%, donc ça reste moins d'1 million de nuitées, versus les 7 millions et quelques britanniques, c'est assez peu, mais c'est un marché sur lequel il faut compter, sur lequel nous, en tous les cas, à l'Agence régionale du tourisme, on travaille beaucoup. Alors très bien sur janvier, maintenant j'aimerais qu'on parle de la fin de saison. À partir du 15 mars, dans beaucoup de stations, quelles que soient les altitudes, ça sentait déjà la hors-saison. Je sais qu'on n'aime pas dire ça, mais à partir du 15 mars, beaucoup de sites avaient un enneigement qui n'existait que grâce à la neige du clôture, et en dehors de la neige du clôture, les pistes étaient vertes. Et on a vu que des clients se sont dit, je ne vais pas venir le week-end d'après, je ne vais pas venir le week-end suivant parce que je me sens déjà plus dans la saison. Ça s'est traduit comment dans les chiffres? Mars et avril, moins 6% sur les nuitées touristiques globales. Donc c'est important, même si on sait que ce n'est pas la part de marché la plus importante, mais compte tenu des efforts que l'on fait tous depuis des années, notamment sur le printemps du ski, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Donc sans doute qu'il y a la raison effectivement de l'évolution du climat qui a fait que
On le voit à 28% du taux d'occupation sur les deux premières semaines des vacances de printemps. C'est ça. Forcément, ça veut dire que ce qui était à l'époque, déjà il y a quelques années, dans ces débats, un territoire d'exploration n'a pas conformé. Aujourd'hui, on est toujours sur une saison à conquérir. Oui, on va dire que là, cet hiver, alors est-ce exceptionnel ou pas, justement, nous, on veut maintenant aller creuser dans les chiffres, mais il faut quand même essayer de se projeter sur les années suivantes. Clairement, les taux de fréquentation ont chuté sur toutes les semaines dès la fin des vacances de février, qui elles-mêmes étaient un petit peu mitigées, je pense surtout à la première semaine. Donc il faut quand même qu'on se penche sur cette question-là, y compris sur les courts séjours, et quel que soit, je dirais, le profil des nuitées, qu'elles soient dans le secteur marchand ou pas. Globalement, tout a baissé, alors qu'il y a quand même une pression assez forte. On mène aussi des campagnes de promotion et de stimulation de vente en lien avec les diffuseurs, les plateformes numériques et les tour opérateurs jusque tard dans la saison. Force est de constater que, du coup, on l'a vu sur le premier slide, ça a dégringolé. Dernier élément avant de passer la parole à Éric Brech. Tout ça était quand même un peu prévisible. Si je me souviens, les réunions de début de saison, quelles que soient les assemblées générales, et j'ai eu la chance d'en présenter certaines, je me souviens déjà, dès octobre-novembre, le calendrier scolaire faisait que, pour beaucoup, j'entendais dans les allées des différents salons, ratons pas le début de saison, soyons très concentrés sur le début de saison, ne ratons pas janvier. Allez, mi-fin février, la saison sera déjà faite. Il y a peu d'espoir parce que le calendrier des vacances scolaires faisait qu'on savait déjà que la saison serait à peu près dans ce type d'éléments, à part bien sûr un certain effondrement de fin de saison. Oui, c'était prévisible. C'est la raison pour laquelle on a bossé sur deux grands sujets. Le premier, c'est de la captation effectivement de nouveaux publics avec des campagnes digitales cet hiver pendant 5 mois, en lien avec les opérateurs et les diffuseurs, qui ont généré une 60aine de milliers de nuitées supplémentaires de nouveaux clients sur des nouveaux marchés. Et puis le deuxième sujet auquel on est aussi très attaché, je regarde Fabrice Pankow qui est président de l'ART, c'est aussi le renouvellement de nos clientèles pour demain. On travaille beaucoup aussi au niveau de la région sur les jeunes, et à la fois d'un côté les classes et puis de l'autre côté les colonies. Et on met aussi énormément de moyens pour essayer d'attirer ces jeunes-là, parce qu'on sait qu'on est en perte de vitesse. C'est aussi pas en partout. résonance. On aura Cécile Revol concernant Sunweb qui va nous annoncer dans une table ronde 400 000 séjours qui ont été apportés et une vraie demande des jeunes, notamment nord-européens, qui ont plus que jamais envie de faire du ski. Et les moyens aussi, pour dire les choses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler de manière très segmentée et très précise ces clientèles-là. Là, vous avez sur l'écran un peu l'évolution par type d'hébergement. Les jeunes sont souvent les villages et les centres de vacances qui sont en difficulté claire. C'est pour ça que la région investit beaucoup là-dessus, dans le cadre de son plan montagne. Donc effectivement, il y a un gros travail qui est mené là-dessus pour essayer de contrecarrer des tendances fortes. Clairement, ça ne doit pas nous faire oublier qu'effectivement, le contexte inflationniste, aujourd'hui, devient un petit peu empêchant pour une partie quand même de notre clientèle domestique, qui représente toujours 60% des clients. Bien évidemment. Alors, Éric Brech, bien évidemment pour ESF. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'avant-période, c'est-à-dire donc la période de commercialisation. Dès le mois d'août, vous avez déjà des chiffres intéressants de la prévente des journées de cours de ski. Et ça, c'est un chiffre qui fait que chaque année, vous vendez toujours plus tôt des volumes conséquents. Oui, permettez-moi juste avant de dire qu'on a eu chaud cet hiver, on a eu froid et on était bien mouillé. Ça, je vous le confirme. En tout cas, c'est vrai que les gens réservent de plus en plus tôt, veulent sécuriser certainement leur séjour. Et on constate une augmentation de 10% de personnes qui veulent venir beaucoup plus tôt. Et ce n'est pas pour ça qu'il y aura plus de monde tout au long de l'hiver. On arrive à cibler maintenant davantage les semaines. Donc, je crois qu'il y a un slide avec les courbes. Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est, vous avez les courbes. Oui. On est sur à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était à 140 l'année dernière. Vous montre assez bien que sur les courbes, et on voit bien juste avant Noël, Nouvel An, ces courbes montantes auxquelles les gens veulent absolument s'organiser bien en amont. Et après, derrière, un fléchissement, ce qui est logique. Et après, on retrouve tout ça semaine par semaine. Et on avait déjà vu que les 15 jours de février étaient énormes,
que c'était bien réservé sur la première partie de l'hiver. Une surprise plutôt très grandissante sur janvier et après, bien sûr, un effondrement sur la fin de saison. Alors, bien sûr, quand on voit cet enneigement et aussi cette mousson, parce que dans les Alpes du Nord, on a vécu 2 séquences de pluie assez compliquées, on peut comprendre que les personnes n'aient pas eu envie de renouveler l'expérience des séjours. Les réseaux sociaux sont là. On a vu des stations souvent assez peu enneigées, malgré le travail des snowmakers, des dameurs, etc. Et pour beaucoup, les gens se sont dit, bon, s'il n'y a pas beaucoup de neige début de saison, j'ai pas forcément envie de confirmer mon séjour en mars. Ça, vous l'avez vu, ça? Je sais pas, je suis pas technicien, il y en a d'autres qui sont plus qualifiés que moi, mais en tout cas, on a vécu un très gros mois de janvier. Alors, est-ce qu'il y a-t-il eu des personnes qui venaient en mars et qui sont venues sur janvier? Ça, on le sait pas. C'est vrai que le calendrier scolaire n'était pas favorable. Il est vrai aussi qu'on avait décidé tous ensemble, la collégialité de la montagne, de modifier, grâce à l'éducation nationale, le calendrier des vacances scolaires pour rapport au championnat du monde de Courchevel-Méribel, qui s'est, grâce à justement la météo, s'est très très bien déroulé. C'est donc un investissement qu'on a fait en termes d'image. Et là-dessus, je sais que pour l'année prochaine, le calendrier sera déjà bien plus favorable. Alors, bon, après, sur les fins de saison, c'est vrai que les gens réservent un peu aux dernières minutes. Alors, il y avait de la neige, pas de la neige. Est-ce que les conditions étaient réunies? Est-ce que la communication était assez favorable? C'est toutes des questions que les techniciens La communication pourront mieux... qui s'appelait à l'époque Printemps du ski, qui est devenue Printemps des montagnes. François Guerre est avec nous. C'est vrai qu'il m'expliquait en off que c'est pas forcément évident d'avoir le même message pour toutes les montagnes. Il y a des stations qui, à partir du 15 mars, n'avaient plus de neige, donc ont essayé de demander un message plus globalisé, en disant il n'y a pas que le ski dans la montagne. Mais on voit bien quand même que cette fin de saison, elle n'a pas tenu la promesse escomptée. Oui, alors moi je pense qu'il y a quand même plus de 100 jours auxquels on va retrouver un peu la même typologie de clientèle. Et après, sur la fin de l'hiver, on a davantage les puristes. Il faut savoir mettre en avant tout ça, peut-être Paris, Londres, Bruxelles et après la France. J'allais dire vraiment le marché très proche. Ceci dit, c'est pas évident et de la part des experts, encore en conseil d'administration de France Montagne, la directrice des Menuires disait, moi je suis en chantier dans ma tête parce que sur la fin de saison, c'est pas évident. Et je crois qu'on l'est un peu tous, à mon avis. C'est très lié aussi au calendrier des vacances scolaires, mais c'est très lié aussi, à un moment donné, il y a eu de la neige ou pas de la neige. Est-ce qu'on a bien communiqué ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours un objectif à ce qu'on essaye minimum de garantir une saison qui va au moins jusqu'au 15 avril pour la plupart et après bien au-delà pour ceux qui peuvent. Merci beaucoup, Éric Brech. Laurent Reynaud, j'aimerais une réaction, bien sûr, aux éléments de Météo France. Un hiver contrasté qui n'a pas été le même. Les Alpes du Sud ont vécu un moment difficile l'an dernier. Ça a été un peu meilleur, je crois, dans les Alpes du Sud, concernant les Alpes du Nord. Ils ont moins vécu ce phénomène de mousson, c'est bien ça. Juste ce mot-là avant de donner la parole à Laurent Reynaud. Effectivement, ce mois de décembre qui a été très pluvieux en raison d'un flux de sud-ouest. Et ces flux de sud-ouest, en premier lieu, ils arrosent les Alpes du Sud. C'est pour cette raison que l'enneigement était très bon à Noël et début janvier sur les Alpes du Sud. Et donc, effectivement, un phénomène de ballon qui n'était pas le même de l'an dernier. Oui, alors surtout plus proche de la frontière italienne, oui, avec des retours d'est dans les Hautes-Alpes, parce que plus au sud, ça pouvait être compliqué aussi. C'est vrai, un hiver, une fois de plus inédit, avec notamment des embauches qui ont pu être réalisées dès le milieu du mois de décembre, suivi de ces pluies diluviennes qui nous ont obligés à refermer un certain nombre de pistes et à mettre en activité partielle. Ça a été le cas, pas que dans notre branche aussi. Il a fallu se battre pour que l'activité partielle, on l'a fait tous ensemble, puisse être mobilisée, y compris pour les restaurateurs, les loueurs de ski qui étaient impactés par cette configuration tout à fait exceptionnelle. Et qui n'a pas touché que la France. Vous étiez la semaine dernière donc à en Innsbruck. Autriche la semaine dernière. C'est un peu le même retour. La même météo d'un bout à l'autre de l'arc alpin, sauf que leurs domaines SCAP sont restés grands ouverts à Noël, ce qui n'était pas notre cas. Ils ont un taux de couverture en neige de culture qui est le double du nôtre, voilà, et donc ils ont une fréquentation qui est en progression de l'ordre de 10%, nos amis autrichiens. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la montagne, ça fait maintenant plusieurs saisons qu'on l'a mise sur un vélo, on l'a reliée à tout un tas d'électrodes et qu'on la soumet à des tests d'effort qui sont des tests violents. On a d'abord arrêté les remontées mécaniques. Ensuite, on a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on enlève des clientèles étrangères? Cette année, on regarde ce qui se passe si on multiplie le prix de l'électricité par 5 ou par 10 et qu'on enlève une bonne partie de la neige. Et donc, ça dessine finalement une feuille de santé un petit peu de la montagne qui est contrastée, il faut le dire. Il faut commencer par dire que dans un certain nombre de stations de basse altitude, les situations sont très difficiles.
Je pense au massif du Jura, je pense à des massifs de basse altitude, même dans les Alpes, aussi, oui. Massif central, les Vosges, dans lesquels on ajoute en fait à des difficultés structurelles, à des difficultés économiques qui ne sont pas anciennes, une difficulté conjoncturelle liée à un manque d'enneigement cette année, qu'il faut croiser avec ClimSnow. ClimSnow, l'étude climatique qui aujourd'hui est déployée dans pratiquement toutes les stations. Les Vosges sont en train de finaliser cette étude. Donc forcément, dans ces stations-là, des fragilités, de la résilience aussi, parce que malgré tout, c'est des massifs qui ressortent autour de moins 30% de fréquentation. Je peux vous dire que sur l'hiver, le moins enneigé des 40 dernières années, ça fait finalement une quarantaine d'années que ces massifs se préparent à vivre ce type de situation. Donc il y a aussi de la résilience, mais il y a une fragilité qui est évidente. Et c'est quelque chose qui est facteur d'inquiétude, non seulement sur ces territoires, parce qu'on sait que sans le ski, c'est difficile de proposer de l'activité et de faire venir de la clientèle, mais aussi pour la filière, parce que c'est des pépinières de skieurs, bien sûr. Après, évidemment aussi sur une partie de la Haute-Savoie, je pense au massif également des dans Bornes, les Alpes, au en basse massif altitude. juste au-dessus d'ailleurs, derrière la croix du Nivolé. Il y a aussi des domaines skiables en Savoie qui ont été en difficulté. Absolument. Et en même temps, je le redis, c'est l'hiver le moins enneigé depuis les 40 dernières années. Et je vous le dis aujourd'hui, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques cette année, il est en hausse. Au niveau national, il est en hausse. Alors, chiffre d'affaires, mais pas le nombre de passages. Pas la fréquentation qui est plutôt en recul. Elle est dans la moyenne des 4 dernières années, elle est en recul de 4% par rapport à l'année dernière. C'est pas non plus un effondrement total de la fréquentation. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on a été capable de proposer du ski malgré des conditions extrêmement adverses au plan climatique. Et ça veut dire que ce ski, il a plu. Parce que je ne suis pas en train de parler de la fréquentation des stations, je suis bien en train de vous parler de gens qui sont venus acheter leur forfait de ski, qui sont venus consommer des cours de ski, louer des skis, et à qui ce que l'on a su proposer, grâce au travail exceptionnel bien sûr des dameurs, d'inivoculteurs, au travail des pistes aussi qui est fait pendant l'été, eh bien ce produit, il a séduit la clientèle. Il y a 40 ans, quand on était beaucoup moins préparé à ces aléas climatiques, sur l'hiver 89-90, on a fait moins 30% de fréquentation. Cette année, on fait moins 4%. C'est ce mot résilience qui a été titré notamment par Antoine Chandelier du Dauphiné Libéré qui est avec nous. Ce mot résilience, il existe, mais sur la fin de saison, il n'y a pas de résilience. On voit bien qu'à partir du 12 mars, campagne ou pas campagne, la fête était finie dans beaucoup de stations. Comment on l'analyse ça ? On sait qu'à Noël, on peut venir même quand il y a moins de ski, parce que passer les fêtes de fin d'année entre amis ou en famille, c'est toujours sympathique. En janvier, en février, en mars, sans la neige, il faut avoir le courage de dire que commercialiser les stations, voilà, c'est très difficile. Donc au mois de mars, ça a été dit, on était sur un niveau historiquement bas d'enneigement, et c'est forcément difficile de relancer la fréquentation de fin de saison. La neige a fini par revenir début avril, moi j'en suis très heureux pour tous les amoureux du ski, pour tous les détenteurs de forfait saison à qui on a pu proposer, voilà, ceux qui aiment la poudreuse, mais effectivement, à grosse maille pour l'économie des stations, c'était déjà trop tard. Et donc, ce qui veut dire que dans les projections, ces saisons quand même de plus en plus courtes. On voit bien la difficulté. Alors, non, sur la baisse, on a tous constaté de la fréquentation. Moi, je vois aujourd'hui le graphique, on est sur une saison à 100 jours. Là. C'est pas quelque chose de structurel. D'abord, l'année dernière, on ne l'a pas observé. L'année dernière, on n'a pas observé l'effondrement et ça a été dit par Eric, on en a parlé au conseil d'administration de France Montagne. On a besoin de creuser, tu l'as dit aussi Laurent, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le calendrier des Belges, clairement, qui a été modifié ? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt venus en janvier ? Je reviens d'Autriche. Quand je vais en Autriche, quand je vais aux États-Unis, c'est la collective qui adresse à des centaines de milliers de clients des enquêtes pour savoir qui ils sont, combien ils sont venus, à quel moment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver en station. Ces enquêtes, en France, elles sont faites par les destinations elles-mêmes. Et elles ne sont pas partagées. Il y a des prestataires qui ont de l'expertise, il y a des agences territoriales qui ont de l'expertise, et tant mieux. Mais je constate qu'en Autriche et aux États-Unis, ces enquêtes clientèle, elles sont réalisées par la collective, elles sont partagées, et on a davantage de réponses, et on partage davantage de réponses sur ces questions. Moi, je crois qu'il y a une communauté de destin de l'ensemble des destinations touristiques de montagne, grandes, petites, moyennes, peu importe, parce que c'est un écosystème, et que cette information, il faut qu'on la partage ensemble. La partager au maximum. Éric Brech, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'envie et le souvenir des vacances n'est pas forcément corrélé à la hauteur de neige. Et on a vu, notamment à la fin de l'hiver, dans des sites complexes où il y avait, à part la neige de culture, pas beaucoup de skiabilité, des moniteurs qui étaient avec des gamins, qui étaient heureux de prendre des cours de ski, et des gens qui ont
collecter de très bons souvenirs de vacances malgré un enneigement difficile. Ça, on a du mal à le pondérer dans les études. Finalement, ces 40 jours de soleil, oui, il n'y avait peut-être pas beaucoup de neige, mais des gens ont vécu des vacances incroyables. Les championnats du monde, Perrine Pellen sera avec nous pour en parler. Ces images de ski, de soleil, oui, il n'y avait pas un enneigement incroyable, mais des gens en ont quand même gardé de bons souvenirs. Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à comparer nous-mêmes, notre regard avec il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas une remontée d'information d'un client qui se plaint, parce que dès que c'est blanc, dès que c'est la montagne enneigée, il y a une volonté, il y a une appétence de partager en famille, entre amis ou entre copains. Et là, les gens répondent présents, quoi. Et ils sont tous excités de par cette neige, de par ce blanc. Alors, ils ne savent pas s'il y en a 30 cm, 50 cm ou 1 mètre. À partir du moment où c'est blanc, ils ont envie de skier. Nous, les chiffres le montrent. Alors, il y avait un autre tableau, mais c'est 90% de ski alpin, 5% de snowboard et 5% du reste. Excusez-moi d'appeler ça le reste, mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Les gens confirment Ils viennent pour cette la activité-là. volonté. En tout cas, nous, on répond à leur volonté. C'est vraiment l'apprentissage du ski et c'est à un moment donné de partager ensemble ce que la neige procure, quoi. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes pile à l'heure, 9h45. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on passe à la prochaine table ronde? Des questions, que ce soit à DSF, au syndicat des moniteurs, bien évidemment à la région ou à Météo France, si vous voulez non pas savoir le profil météo de l'hiver prochain. On a bien compris qu'il n'y avait pas pour l'instant d'éléments d'El Niño. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On le fera sur chacune des tables rondes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Oui, Laurent? C'est pas une question, c'était un petit rajout Oui. pour dire que cette saison d'hiver, alors là, en termes de fréquentation touristique, globalement, dans la région, sur la période d'hiver, c'est 51%. Donc juste dire que, et sur l'année, ça correspond à 20%. Hein, la fréquentation au sport d'hiver, voilà, par rapport à la fréquentation globale dans la région aujourd'hui. Juste pour dire qu'il y a une résilience, en effet, extraordinaire, qu'il y a une attractivité qui est encore aussi très, très forte. Et puis qu'il nous faut, nous, c'est notre travail de réfléchir à demain pour se dire comment, effectivement, on va pouvoir faire en sorte eh bien, que ce niveau-là se maintienne. C'est pour ça qu'il nous faut rentrer après dans les profils de clientèle pour pas que ça se disloque complètement. On ne peut pas y accepter demain que le marché français se disloque. Mais force est de constater que la montagne fait aussi beaucoup parler d'elle, parce que c'est un géant économique et qui concentre encore 20% de l'investissement touristique en France aujourd'hui. Donc, convient d'être très, très vigilant et attentif à tout ça pour un peu aussi infléchir certaines choses, certainement. Merci beaucoup à chacun. Applaudissements, s'il vous plaît, pour cette première table ronde que vous avez très bien ouverte.